Madame, monsieur, bonsoir. Pour artistes exceptionnels, soirée exceptionnelle. Enfants de tout pays, les filles de mon pays, les gens du Nord, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille. Qui de nous n'a pas au moins une fois fredonné une de ses chansons? Oui, c'est un chanteur, compositeur très célèbre, une icône du music-hall. Il est à la fois du Sud et du Nord. Ses chansons sont gorgées de soleil et parlent de fraternité et de paix. Madame, monsieur, je vous demande de faire une ovation à monsieur Enrico Macias. Alors, Enrico Macias, heureux d'être au Maroc? Je suis le plus heureux du monde parce que d'abord je viens respirer l'air de mon continent. Je suis d'Afrique du Nord, je suis né en Algérie, mais quand je viens ici au Maroc, il me semble que je retourne chez moi. Je me sens chez moi, chez moi dans le pays de la fraternité, de la tolérance. Rien que le fait de m'avoir invité ici et surtout à la télévision devant des millions de Marocains, je voudrais dire à tous les Marocains que quand je chante dans le monde entier et que il y a des Algériens bien sûr qui viennent m'écouter, mais quand je vois qu'il y a des Marocains aussi, ben c'est comme si c'était mes frères. Mais vous savez que vous avez énormément de fans au Maroc. Je sais, ça me fait plaisir et je me sens... vous savez, ici je suis pas un étranger qui vient, moi, je suis de la famille marocaine. Tout à fait. Voilà. C'est la première fois que vous vous produisez au Maroc? Pratiquement pour le grand public, oui, c'est la première fois. J'ai déjà chanté pour la fameuse association de la fondation de Lozé, et j'ai chanté au Palais des Congrès à Marrakech. Mais c'est pas la même chose que cette fois-ci où je chante pour tout le monde, pour le grand public. Alors Enrico Macias, nous allons beaucoup parler de vous ce soir. Vous êtes l'invité vedette, bien sûr, et on va essayer de le faire autant que faire se peut de manière chronologique. Alors vous êtes né en Algérie en 1938. Oui, il faut pas avoir peur de dire la date. Non. Je viens d'avoir 66 ans. Vous êtes un homme. Voilà. Et votre vrai nom est Gaston Renassia. Grenassia. Ouais. Rarnata, tout à fait. Et donc algérien de même que vos parents, vos grands-parents, vos aïeux et bisaïeux. C'est une longue histoire d'amour entre l'Algérie et vous. Ben, ce sont mes racines. C'est pas pareil que, par exemple, les gens qui sont venus avec les Français en 1830. Nous, on était en Algérie avant 1830. D'ailleurs, ma maman est d'origine berbère. Nous sommes berbères du côté de ma mère et d'origine espagnole, comme beaucoup de Marocains sont d'origine aussi espagnole d'Andalousie. Faut pas oublier que avant Isabelle la catholique, la communauté juive, la communauté musulmane et la communauté chrétienne vivaient en parfaite harmonie. Puis un jour est arrivée Isabelle la catholique et elle a renvoyé en même temps, coïncidence... En 1492. En 1492, et la communauté juive et la communauté musulmane, et on s'est retrouvés dans l'Empire ottoman, et on s'est retrouvés au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et on a essayé de reconstituer l'Andalousie. Pour moi, l'Andalousie, je l'ai retrouvée que ici au Maroc. Très bien. On peut applaudir Enrico Macias. Alors, on va brûler les étapes. En 1956, vous obtenez votre baccalauréat et vous êtes recruté en tant qu'instituteur. Était-ce une belle époque? C'était une très très belle époque parce que j'ai connu l'univers des enfants. Parce que c'était la première fois que j'étais en contact avec des enfants et j'ai compris leur univers et eux aussi ont compris mon enseignement. Et j'ai passé des moments extraordinaires. Malheureusement, c'était un peu terni et gâché par la violence et la guerre qui régnaient à ce moment-là.
mais je crois que si je suis devenu un chanteur de music-hall, c'est aussi à cause de mon expérience d'instituteur, parce que les 48 élèves que j'avais dans ma classe ont été remplacés par des milliers de personnes dans les salles de spectacle. C'est exactement la même chose. Vous parliez de violence à l'instant, et puis la fatalité a frappé un 22 juin 1961 sur le marché de Constantine. Votre maître, votre mentor, le cheikh Raymond Léris, est lâchement assassiné. Et depuis, c'est l'exil. L'exil en France. Oui, parce que j'ai jamais encaissé la mort de tonton Raymond. Parce que quand on a assassiné tonton Raymond, il faut que j'explique à tout le monde que c'était un des plus grands représentants de la musique arabo-andalouse. Mon père était son violoniste et son élève. Son violoniste et son élève, alors que mon père lui-même était un grand maître. Comme d'ailleurs tous les membres de son orchestre ont délaissé leur propre orchestre pour venir travailler au service de tonton Raymond, qui était un prodigue de la musique arabo-andalouse. Et pour moi, ça m'a fait de la peine, parce que c'était en même temps mon père spirituel. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai épousé sa fille, absolument rien à voir. Suzy. Mais ça contribue un peu quand même. Et tonton Raymond, lorsqu'il a été assassiné, je pense qu'on a en même temps assassiné la culture algérienne. Et à son enterrement, j'ai enterré en même temps la musique arabo-andalouse. Et j'ai pensé pendant près de 40 ans que pour moi, on avait enterré la culture algérienne par la disparition de tonton Raymond. Et je me suis drôlement trompé, parce que 40 ans plus tard, lorsqu'on a rendu pour la première fois, à mon avis, un peu tard, mais quand même c'est fait. On va en parler. On a rendu, oui, mais je préfère dire ce que je vais dire maintenant. C'est que quand on a rendu hommage à tonton Raymond, 40 ans plus tard, on a fait venir un orchestre de Constantine dirigé par Taoufik Bastandji, dont le grand-père était le premier maître de tonton Raymond. Et Taoufik Bastandji, lorsqu'il a joué, je me suis réconcilié de nouveau avec la musique arabo-andalouse, ce qui me fait penser que on peut tuer les hommes, mais la musique, c'est comme l'âme, elle est éternelle. Elle demeure. Et elle demeure toujours. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait par la suite. Je me suis associé avec Taoufik Bastandji pour qu'il me réveille la mémoire. On va parler de tout cela. De l'enseignement de tonton Raymond. Tout à fait. Voilà, si non, mais si il vous fallait quand même oui, le dire. tout à fait. On va parler de tonton Raymond. Laissez-moi l'appeler aussi tonton Raymond. Mais avec plaisir. Il sera fier là où il est. Et on va parler du Malouf que vous aimez tant. Mais là, je crois que le public s'impatiente. Les gens qui sont avec nous ici ce soir, et également nos téléspectateurs, on va vous écouter chanter. On va vous écouter chanter, accompagné au piano par Pino Latouka. Enrico Macias. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison.
j'ai quitté mon soleil. J'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village, mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ces yeux bleus qui fuyaient. Et la mer les a noyés dans le flot du regret. Tant aimés et que nous sommes séparés, non, ce n'est pas que je peux me passer d'elle, je suis resté fidèle. Et quand on lui fait du mal, c'est tout mon corps qui a mal. C'est tout mon cœur qui se tord, elle est si belle. Je suis resté fidèle. J'ai tant rêvé de ce voyage, on m'a défendu le passage, moi qui n'avais dans mes bagages qu'une mémoire et des images. Elle m'attendait, je le sais. C'est un parfum que je connais et la couleur de ce ciel au-dessus d'elle, la douleur sous le miel. La fête n'était pas secrète, et oubliant les souffrances, les mains des femmes préparaient comme dans l'enfance le repas sur les flammes. J'ai tant rêvé de ce voyage, des fous m'ont barré le passage. J'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée.
les jardins. Lorsque nos mains se rassemblent, les beaux jardins, quand on est tout seul ensemble, la douleur sous le miel. Je ne l'ai pas fait ce voyage, des fous m'ont barré le passage. Moi qui n'avais dans mes bagages qu'une mémoire et des images. Elle m'attendait, je le sais. C'est un parfum que je connais. Non, ce n'est pas que je veux vivre sans elle. Je suis resté fidèle. Je suis resté fidèle. Je suis resté fidèle. Je suis resté fidèle. Ben on va continuer notre petite discussion tranquillement. Donc vous arrivez en France en 1961 après l'assassinat du cheikh de Tonton, Raymond Léris. Et en 63-64, vous êtes déjà une vedette. Oui, 63, vous êtes déjà une vedette. Donc la période des vaches maigres n'a pas été très difficile. J'ai mis 2 ans avant de me rendre compte que ce que j'exprimais dans mes chansons était compris par un maximum de gens. Et c'est vrai que j'ai rencontré le grand succès à partir de 1964, lorsque j'ai fait mon premier musical à avant ça, j'avais fait l'ABC Bobino comme ça en supplément de programme. Et là, à l'Olympia, je passais en vedette américaine. Ça veut dire fin de première partie des compagnons de la chanson. Voilà. Enfin, quand même, c'est une ascension assez fulgurante. Ah oui, vous savez, maintenant, on peut dire que c'est fulgurant. Ouais. Mais les 2 années, je savais pas que ça allait arriver. C'était difficile aussi. Donc, vous arrivez en France imprégné, plein de Raymond, de la musique de Raymond Léris, dont vous étiez l'élève et qui a fait de vous son héritier, son successeur. Oui, mais jusqu'au moment où il a disparu, il est parti, pour moi, tout s'écroulait. Parce que, évidemment, le décor n'était plus le même quand je suis arrivé en France. Je voulais continuer à faire j'avais pas encore composé des chansons. Je voulais continuer à faire de la musique arabo-andalouse, mais il n'y avait pas le potentiel pour cela, quoi. C'est-à-dire, j'ai commencé à jouer avec mon père. Mon père, lui, il s'est accroché. Il a continué, il a perduré jusqu'à presque la fin de sa vie. Il a continué à jouer. C'était un très grand violoniste. Très, très grand violoniste. Papa Sylvain, c'était un monument. J'ai hérité d'ailleurs vous savez, dans notre famille, on est musicien de père en fils, puisque notre nom de famille, c'est Rnei Sia. Ça veut dire chanteur pour Allah, pour Dieu. On chante les chansons pour Dieu, c'est-à-dire on fait sans arrêt des prières. On n'a pas besoin d'aller à la mosquée, à la synagogue ou à l'église. Nous, rien qu'on fait un spectacle, et vous priez. On prie. Donc il aura fallu attendre le milieu des années 90 pour que votre mentor, votre père spirituel, soit, disons, réhabilité ou son œuvre soit portée au public. Et c'est un grand philosophe, un grand écrivain, Raphaël Draï, et votre ami Tawfiq Bastanji, qui ont fait tout ce travail, un travail colossal. Ils ont ramassé des bribes de bandes, ils les ont étudiées, analysées. C'est surtout le travail de son fils, le docteur Jacques Léris, le seul fils d'ailleurs de Tonton Raymond. Et qui est mon beau-frère. Qui a été assassiné à l'âge de 48 ans, il faut le préciser. Tonton Raymond. Il avait 48 ans. Oui, 48 ans. Et donc son fils a tenu à diffuser un peu l'œuvre de Tonton Raymond en
en 1990. Et en l'an 2000, j'ai décidé, avant l'invitation du président Bouteflika... On va en parler. Oui, mais je suis obligé de dire les détails. Non, mais moi je voudrais parler du printemps de Bourges, où là vous... c'est là, à ce moment-là, c'est en l'an 2000. En l'an 2000, c'est-à-dire 10 ans après la diffusion des disques de Tonton Raymond, on m'a demandé de faire un concert à Bourges, en hommage à cher Raymond. Et mon père était encore en vie, puisque je ne l'ai perdu que l'année dernière seulement, Raymond. Et donc j'étais au printemps de Bourges, avec Taoufik Bastandji et l'orchestre constantinois, j'ai donné un spectacle qui a fait fureur. Je ne pensais pas, moi j'ai fait ça pour être tranquille avec ma conscience, pour essayer de garder le patrimoine culturel non seulement de la famille, mais enfin de mon pays, de l'Algérie. Et on a donc, ça a tellement bien marché que pendant 3 ans, j'ai arrêté la chanson française et j'ai donné des spectacles uniquement de musique arabo-andalouse. Et je voudrais faire toute petite parenthèse. Je promets au public marocain de revenir avec cette musique arabo-andalouse. Je voudrais qu'en Afrique du Nord, on retrouve un petit peu nos racines et je voudrais la faire perdurer. Et puis même, j'ai l'intention de monter une école de musique arabo-andalouse. Et vous avez reconstitué cette musique avec notamment Taoufik Bastandji. Ah oui, mais sans lui, j'aurais pas pu le faire tout seul. Vous le disiez tout à l'heure, son grand-père était le maître. Son grand-père était, c'est une coïncidence extraordinaire. Oui, son grand-père a été le maître de Tonton Raymond. Lui, qui est plus jeune que moi, a fait office de maître aussi vis-à-vis de moi. Et puis, évidemment, il a bien senti que l'enseignement que m'avait donné Tonton Raymond était tellement fort que de temps en temps, il m'arrivait de le reprendre un peu. Pas qu'il faisait des fautes, mais qu'il manquait certaines choses que moi je me rappelais, et on a réussi à tout reconstituer avec dans la règle de l'art, c'est-à-dire en respectant le classicisme, la rigueur de cette musique. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alors Enrico, laissez-moi maintenant vous présenter quelqu'un que nous aimons beaucoup ici au Maroc, un grand chanteur, compositeur, doublé d'un acteur. Il s'est lancé dans le cinéma il y a quelques années déjà, et c'est un monsieur qui a beaucoup apporté à la musique marocaine. Et il a beaucoup donné, lui, ses frères et sa sœur. C'est une famille de l'Oriental, pas loin de chez vous, n'est-ce pas, et qui a beaucoup innové en matière de musique. Madame, monsieur, je vous demande d'applaudir très chaleureusement Younes Megri. وسائل الدار والأشواق تشتعل عن الأحبة اليدار قد رحلوا. وسائل الدار والأشواق تشتعل عن الأحبة اليدار قد رحلوا. أين الحبيب وأين نور يغمرني، وأين بوح الهوى والهمس والغزل، وأين أحلى ابتسامات سعيت لها، سعي المعنى الذي ما عاد يحتمل. يا نهار جئتك
مشتاقا ولي أمل فضاع مني على أعتابك الأمل يا دار جئتك مشتاقا ولي أمل فضاع مني على أعتابك الأمل أنت يا دار قصر حين يسكن أنت يا دار قصر حين يسكنه حبيب قلبي حبيب قلبي لكن دونه طللوا لكن دونه طللوا لكن دونه طللوا لكن دونه طللوا يا دهر جئتك مشتاقا ولي أمل فضاع مني على أعتابك الأمل يا دهر جئتك مشتاقا ولي أمل فضاع مني على أعتابك الأمل أنت يا دار قصر حين يسكن أنت يا دار قصر حين يسكنه حبيب قلبي حبيب قلبي لكن دونه طللوا لكن دونه طللوا لكن دونه طللوا لكن دونه طللوا Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup Younes d'avoir répondu à notre invitation à cette soirée qui est en fait un hommage à Enrico Macias. Je peux vous faire une petite confidence, Younes n'a pas hésité une fraction de seconde. Vraiment. C'est une occasion à ne pas rater, effectivement. On a grandi avec Enrico. Nous avons tous grandi avec vos chansons et ça nous fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce soir. Vous m'avez fait honneur parce que ce que j'ai entendu, c'est très joli, c'est très très beau. Vous savez, Enrico, Younes chante un peu vos thèmes, la paix, l'amour, la fraternité. Je voudrais qu'il y en ait beaucoup qui chantent ça. Qui chantent ça parce que c'est toujours difficile. Mais si je continue à chanter la paix, si on continue à chanter la paix, la fraternité, c'est parce qu'un jour c'est obligé d'arriver. On est condamné. On est condamné à ça. Justement, avant que vous vouliez ajouter quelque chose, Younes, alors justement, Kofi Annan vous a fait ambassadeur itinérant pour promouvoir la paix et la protection de l'enfance. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur, c'est une lourde responsabilité. Et cette fonction, je l'ai depuis 1997.
Et franchement, je suis très très fier, très content parce que mon idée c'est que pour que la paix arrive, il faut d'abord préserver les enfants, parce que les enfants, ce sont les futurs représentants de toute l'humanité bientôt. Et il ne faut pas rater les enfants. Et les enfants ont une mémoire incroyable. La mémoire se dissipe quand on devient adulte, on perd un peu la mémoire, tandis que les enfants, eux, ils se rappellent tout le temps. Oui, ils n'oublient rien. Alors il faut qu'ils n'oublient pas que le véritable chemin, c'est de positiver l'humanité. Ça paraît être un petit peu des grands sentiments, mais je crois que c'est le sentiment de tous et que c'est obligé d'en arriver là, parce que on ne peut pas obtenir la paix si on n'a pas une paix intérieure, si on n'a pas le bonheur intérieur. Et s'il y a la paix, supposons, dans le monde et qu'on soit malheureux, ça sert à rien. Et vous êtes le chanteur de la paix. En 1980, Kurt Waldheim, qui était secrétaire général des Nations Unies, lui avait remis, effectivement, lui avait remis le titre de chanteur de la paix. Oui, c'est vrai, c'était pour moi un très grand honneur. Sauf que si j'avais su ce qu'il était par la suite, j'aurais refusé de ses mains. Tout à fait. Bon, on ne rappellera pas l'histoire. Ouais. On ne rappellera pas l'histoire, mais Kurt Waldheim. Mais il a essayé de se racheter, alors, ouais. A trempé avec les nazis. Voilà, c'est dire rapidement. C'est pas une émission sur Kurt Waldheim. Rassurez-vous. Mais on va parler d'un autre homme que vous avez énormément apprécié et aimé. C'est Anwar Sadat. Anwar Sadat, président égyptien, qui vous a cité à la Knesset, le Parlement israélien. Il a cité une de vos chansons, Le Grand Pardon. Avant de parler de Anwar el-Sadat, je voudrais vous dire que pour moi, Anwar el-Sadat n'est pas seulement rentré dans l'histoire du dernier siècle, il est rentré dans l'histoire de la Bible, parce que c'est un geste héroïque, historique, biblique, ce qu'il a fait. Parce que oser aller tendre la main aux Israéliens au début des années, à la fin des années 70, c'est ça. C'était pas évident parce que on sortait à peine de la guerre du Kippour et c'est quand même le président d'un des plus grands pays arabes de tous les pays arabes. C'était le pays le plus fort et il a osé. Il a choisi le camp de la paix. Au début, on ne l'a pas trop cru, et finalement, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, d'ailleurs à ce sujet-là, je suis très optimiste, et j'ai encore mon espoir, mon espérance ne s'est jamais éteinte, même quand les négociations avec les Palestiniens se sont un petit peu bloquées, je continue à y croire, même si c'est pas de mon vivant. Même pour nos enfants, il faut continuer à travailler pour que la paix s'installe dans le berceau de l'humanité. Parce que il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient, c'est là que l'humanité de maintenant, c'est-à-dire l'humanité monothéiste, l'humanité de Dieu, est née là-bas. Tout à fait. Alors nous sommes tous les enfants de Dieu et nous sommes tous des frères et il ne devrait pas y avoir de problème ni de frontières, ni de drapeaux, ni de religion. Moi, je n'ai qu'une seule religion, c'est être au service de Dieu et le respect de l'autre être humain. Voilà quel est mon objectif. Ça mérite quelques applaudissements, là, docteur. Alors, 2 ans plus tard, Anwar Sadat vous invite en Égypte et vous produisez au pied des pyramides, en sa présence et devant 20 000 personnes. Oui, ça a été un moment assez exceptionnel. Vous avez eu un trac terrible. Oui, au début. Mais beaucoup d'émotions parce que je n'ai pas pu chanter pendant 5 minutes. 5 minutes sans pouvoir dire un mot. Ouais. Et la plus grande émotion, ça a été lorsque je l'ai rencontré le lendemain à Ismaïlia et il m'a demandé de lui chanter en tête à tête avec ma guitare Le Grand Pardon, la chanson qu'il a citée, enfin quelques lignes de la chanson où je dis le Grand Pardon, il est écrit depuis longtemps. Dépêchons-nous, dépêchez-vous de le faire entre nous. C'est-à-dire que c'est une chanson que j'avais écrite 10 ans avant l'arrivée de Sadat. Avant les accords de Camp David. Avant les accords de Camp David. Ouais. Et il m'a demandé de la rechanter. Il m'a dit, maintenant,
que tu m'as chanté cette chanson et que j'ai accompli ce que j'ai accompli, je peux mourir tranquille. Comme un musulman, je n'ai pas peur de la mort parce que je suis un fataliste, mais comme un être humain, j'ai peur de la mort, mais je peux mourir tranquille quand même. Et il m'a dit d'envoyer... Et puis il est mort, il a été assassiné le 6 octobre 1981, et vous avez écrit une chanson à sa mémoire, une très belle chanson. La chanson que j'ai écrite pour Anwar el-Sadat, c'est pas une chanson nécrologique, c'est une chanson prophétique pour l'avenir, en même temps. Parce que je dis dans la chanson que la mort n'est pas une défaite. Elle s'appelle déjà Un berger vient de tomber. La mort n'est pas une défaite, et que on a cru que c'était une chanson nécrologique, mais elle dure jusqu'à présent. Et je chante à la mémoire du président Sadat et de tous les martyrs de la paix en même temps. Et pour vous, Enrico Macias, je sais que vous y croyez dur comme fer, la culture peut guérir de tous les conflits. Ben, vous savez, c'est très simple. C'est la culture qui a permis d'abord d'aller en Égypte, de rencontrer Sadat. C'est la culture qui m'a permis de garder mes racines avec l'Algérie. Sans cela, je crois que en partant, on aurait tout coupé, tout. Mais la culture nous permet de fraterniser avec les gens qui au départ étaient hostiles à notre existence dans ce pays-là. Et maintenant, on s'est aperçu que tout le monde a besoin de ses enfants, et la terre natale a besoin d'être nourrie par ses enfants. Très bien. Et un jour, on y retournera. Tout à fait, très bien, Enrico. Alors, Enrico, la culture, c'est aussi la musique, la chanson. Que voudriez-vous nous interpréter? Bien sûr que j'ai envie de chanter en arabe. Voilà, allez-y. Voilà. Allez-y. لو كان السعود ينغرسوا بالعود، لو كان السعود ينغرسوا بالعود، نغرس 100 عود وعود واحد، لكن السعود في يد ربي، لكن السعود في يد ربي، نطلب السعد السعود يسقم لي صاعدي الغزالي وعيدنا
سبون محلى قدام دورك نسبون محلى يا باي تونس يا عزيز على الهاية يا دلل يا دلل يا دلل يا دلل قدام دارك نسبو بيا قدام دارك نسبو بيا أما المغرب يا عزيز عالية يا دلل يا دلل يا دلل يا دلل Bravo, bravo Enrico. Alors on dit souvent de vous que vous représentez la culture des pieds noirs en France en particulier. En êtes-vous fier? Alors, moi personnellement, je trouve que les pieds noirs n'avaient malheureusement pas de culture, parce que les pieds noirs, moi je ne suis pas pied noir, je suis algérien. Je suis un juif algérien. Oui, de souche. Et donc les pieds noirs sont ceux qui sont venus s'installer en Algérie et coloniser l'Algérie. Donc les pieds noirs ont été influencés par la culture algérienne. Mais eux-mêmes n'avaient pas de culture. Mais moi, je suis fier d'avoir inventé la culture pied noir, dans la mesure où on a été exilés, et je représentais un petit peu tous les exilés, c'est-à-dire les pieds noirs, les harkis, sans aucune distinction ni de race ni de religion. Il y avait des pieds noirs musulmans, des pieds noirs juifs et des pieds noirs chrétiens. Donc les pieds noirs, c'était une partie de la culture. Je vais peut-être me vanter, mais je suis le créateur de la culture pied noir. Mais la culture pied noir était représentée par un grand écrivain quand même, qui s'appelait Albert Camus. Albert Camus, bien entendu. Albert Camus, bien entendu. Alors, vous êtes très attaché à votre terre d'origine, à votre Algérie natale, et malheureusement, vous ne vous êtes jamais produit, Enrico Macias ne s'est jamais produit en Algérie, bien que des tentatives aient été faites il y a quelques années, et de surcroît par la plus haute autorité du pays, le président Bouteflika. Oui, surtout que j'ai rencontré le président Bouteflika avec 2000 personnes, les médias et tout le monde, et tout à Monaco, pour m'inviter officiellement à revenir en Algérie. Parce qu'il disait, Enrico Macias, c'est la culture algérienne, et dans la chanson française, il excelle aussi dans la chanson française, mais la chanson française, c'est presque une fausse note par rapport à la culture algérienne. Et il m'a dit aussi qu'il voulait me faire venir pour réconcilier tous les enfants d'Algérie. Et puis aussi, il m'avait promis de se recueillir avec moi sur la tombe de Tonton Raymond. Alors pour moi, il n'y avait pas besoin de contrat, ni rien du tout. J'étais prêt, j'ai fait mes valises. Malheureusement, il y a des opposants au régime là-bas qui ont fait pression sur lui, qui ont fait des menaces. Évidemment, il a eu un peu peur pour moi. Ça ne s'est pas fait. Je le regrette, non seulement pour moi, pour tous les enfants d'Algérie, mais surtout pour le peuple algérien, qui a été aussi frustré que moi.
Mais, encore une fois, je ne ferme jamais la porte de l'avenir et je fais abstraction de tout orgueil personnel, de toute fierté personnelle. Et si je devais un jour y retourner pour que vraiment accomplir cette réconciliation définitive et finir notre deuil, parce qu'on a quand même un deuil à finir, à ce moment-là, j'y retournerai de bon cœur. Je suis toujours, mon cœur est ouvert, mes valises je peux les préparer en 2 secondes. Je retournerai volontiers dans mon pays et j'ajoute que même si c'est pas de mon vivant, je souhaite que quelqu'un à ma place le fasse pour qu'il n'y ait plus ce wash qui nous ronge. Exactement. Inch'Allah, vous allez revenir. Inch'Allah. Alors, permettez-moi, Enrico et Younous, de vous présenter une femme qui perpétue cette tradition du melhoun. Melhoun, au Maroc, vous adorez le melhoun. Vous allez voir. Elle le perpétue et de quelle manière? Elle se bat. Elle se bat opiniâtrement pour la pérennité de son art, qui est le melhoun. Madame, monsieur, je vous demande d'applaudir Madame Majda Al-Yahyaoui.